Je vous propose de commencer, même si j'ai un petit écho dans les oreilles, j'ai avoir du mal à me concentrer. Même si nous sommes malheureusement peu nombreux et nombreuses, peut-être l'effet post-déjeuner, je ne sais pas, ou peut-être un autre atelier qui intéresse plus. Et en tout cas, j'espère que ce qui sera dit ici et ce qui vous sera livré comme information pourra être enregistré, je le vois, et en tout cas rediffusé et donc écoutable a posteriori. Ravi de vous accueillir dans cet atelier. Alors, ça s'appelle un café débat. Il n'y a pas de café, Boutaïna. Café débat. Ça n'a pas fonctionné. Donc, porté à l'initiative de la région Centre-Val de Loire pour parler installation en santé en région Centre-Val de Loire. Vous le savez, la région, malheureusement, présente une démographie médicale plutôt assez mauvaise. En tout cas, la région est lanterne rouge au niveau national. C'est une réalité qui est le fruit d'un certain nombre de facteurs. En tout état de cause, un certain nombre d'acteurs se mobilisent depuis de nombreuses années pour trouver des solutions d'accompagnement, de financement, des conditions d'accompagnement à l'installation. Et donc, vous avez devant vous un certain nombre de personnes qui vont, par leur témoignage, expliquer quelles sont les actions engagées pour permettre aux médecins et aux médecins généralistes, notamment aujourd'hui, l'installation en région Centre-Val de Loire. Donc c'est au travers de leurs témoignages, leurs expériences, puisqu'elles sont nombreuses et variées, que vous allez pouvoir avoir ce premier panel et ce tour d'horizon. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, je vais vous prendre par ordre de placement, donc Thibaut Rousselot, qui est directeur de la Fédération régionale des maisons de santé pluridisciplinaires. Madame Anne Beignet, qui est vice-présidente du Conseil régional en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur Cédric Maréchal, directeur adjoint de l'offre sanitaire à l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. J'ai le plaisir d'accueillir, et merci d'être là aujourd'hui, je sais que l'agenda est contraint, le docteur Laurence Philippe, qui est notamment, mais pas que, présidente de la CPTS Châteauroux & Co. Et aussi le plaisir d'accueillir le docteur Boutaïna El Mouadem, qui m'accompagne en tant que directrice du GIP Pro Santé dans le déploiement de l'activité du GIP, donc qui porte une offre salariale, d'installation en salariat sur le territoire de la région. Merci à vous d'être là, merci à vous d'avoir trouvé le temps dans votre agenda de venir témoigner à l'occasion de cette table ronde. Avant d'aller plus avant dans les différents témoignages, je vous propose de regarder un petit play-play qui va retracer des éléments sur le territoire régional et sur les différentes actions engagées.
Voilà quelques illustrations des actions engagées et de l'implication d'un certain nombre de partenaires sur l'installation en santé. Pour commencer ce tour de table, Madame Beignet, vous êtes vice-présidente à la région, une région qui est engagée de longue date sur les questions d'accès aux soins, sur les questions de santé, et qui porte la santé comme une priorité dans son engagement politique. Quelles sont aujourd'hui les actions engagées et quelle est l'ambition que vous portez ? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'avec le plan 100% santé, tous les projets de santé, la région s'intéresse fortement à ce domaine. Et d'abord, vous l'avez dit, nous sommes pas une très mauvaise raison, nous sommes la pire des régions. Il faut le dire, hein, en installation, en nombre de médecins, qu'ils soient généralistes, en spécialité généraliste ou en spécialité autre. Moi, je dirais, ce qui est important, sur ce que j'entends, sur l'installation, il y a 4 questions à se poser. C'est où, comment, quand, et puis à derrière, c'est et après. Alors, où, bien sûr, moi je vais vous répondre, c'est en région Centre-Val de Loire, mais le choix, c'est en milieu rural, en milieu urbain. Et quoi de mieux pour savoir où, c'est durant les stages que vous devez faire, c'est d'aller les faire un peu dans des milieux différents pour savoir exactement où vous avez envie de vous installer. Pour faciliter les stages dans l'ensemble de la région, et c'est tout frais, ça date d'hier, puisque nous étions en session du conseil régional, la région a décidé de faire la gratuité totale des transports Rémi pour les étudiants en stage, pour qu'ils puissent retourner à Tours dans leur faculté, repartir en stage. Donc ça c'est fait. Toutes les enquêtes le montrent, plus de 80% des internes demandent qu'il y ait un entourage de professionnels assez important. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur l'ensemble des professions de santé, parce que quand on dit entourage professionnel, c'est pas que les médecins, c'est aussi les infirmières, c'est aussi les kinés, c'est un ensemble de travailler. Et il existe en région Centre-Val de Loire depuis déjà plusieurs années le Collégium Santé qui permet à tous ces professionnels de santé de se rencontrer. La région pousse aussi fortement pour que l'ensemble de la région soit déclarée zone d'intervention prioritaire, parce qu'on manque de médecins partout. Donc pourquoi il y aurait des pôles, zones ZIP et d'autres qui n'y seraient pas? Donc ça, nous agissons. Et puis dans le plan régional d'attractivité de santé, il faut continuer à travailler sur le logement, les enquêtes prouvent que dans l'installation, les 3 principaux sujets, les 3 premiers, c'est l'environnement familial, donc il va falloir travailler sur l'accompagnement du conjoint, qui n'est pas forcément dans les professions médicales. Le deuxième, c'est l'accès aux services publics, et le troisième, c'est la mobilité. Donc il va falloir travailler sur ces 3 domaines. Après, c'est comment ? Comment, seul ou en réseau ? De plus en plus, vous travaillez en réseau. Si on regarde, en 2021, il y a eu 1163 installations en cabinet individuel, et 1695 en cabinet en réseau, que ce soit maison de santé pluridisciplinaire ou autre, dont plus 88 en centre de santé. Donc on voit bien que le travail en réseau est important, et la région depuis plusieurs années travaille d'abord sur les maisons de santé pluridisciplinaires. C'est un moyen de travailler en réseau, non seulement entre médecins généralistes, mais aussi avec l'ensemble des professions médicales. Nous en sommes à 108 maisons de santé pluridisciplinaires. Le but, c'est d'arriver à 125 en 2025. C'est assez facile à se rappeler. Et ça, nous y arriverons. Nous avons accompagné 19 CPTS, les comités professionnels territorialisés. Donc ça c'est aussi important, parce que c'est aussi un moyen de travailler en réseau. Après, la deuxième question du comment, c'est est-ce que c'est en libéral ou en salarié ? Alors le salariat, il est, je dirais, encore neuf. On a plusieurs communautés de communes qui s'y étaient mises, et la région s'y met complètement. C'est la première région à salarier des médecins. Nous avons créé le GIP Pro Santé pour pouvoir le faire, et qui est animé par Aline et très bien animé. Donc le but de la région, c'est d'avoir 300 médecins salariés en 2028. C'est important, ça veut dire que par exemple en 2022, il nous en faut 32 plus, si on compte à peu près. Mais c'est quelque chose qui commence à être réfléchi tout de même par l'ensemble des internes, parce que c'est pas parce qu'on commence par être salarié qu'on y est toute sa vie, et c'est pas parce qu'on commence à être libéral qu'on ne devient pas salarié. Je pense qu'il faut bien parler qu'on peut être salarié un temps, libéral à un autre moment, et que ces deux types d'exercices ne sont pas étanches.
Et puis après, comment, c'est avec quel outil? On parle de plus en plus de téléconsultation, télé-expertise, c'est important. Après, c'est quand? Parce qu'on s'aperçoit que la plupart mettent 3 ans avant de s'installer, je dirais, à leur compte, si on peut dire. 3 ans de remplacement. Alors, les remplaçants, c'est important, hein. Mais peut-être que s'il y avait une aide à l'installation, alors je ne parle pas d'aide financière, parce que les enquêtes montrent que ce n'est pas tellement ce que vous recherchez, mais une explication, une aide à s'installer de manière juridique, de manière comptable, peut-être que ces 3 ans seraient réduits. Et c'est là où je parle du futur. Il faut réfléchir ensemble, mais d'ailleurs j'attends vos avis sur, avez-vous besoin, durant votre formation, dans la formation ou à côté, mais d'une aide à l'installation, d'informations juridiques, d'informations comptables, d'informations... alors ça, on peut y travailler. Il y a des régions qui ont mis en place un guichet unique. Est-ce qu'il faut le faire? Donc ça reste ouvert, c'est le futur. Donc voilà, la région est très fortement impliquée dans la santé et avec les professionnels de santé. Nous avons beaucoup d'échanges et tant mieux. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Merci. Voilà des pistes effectivement très intéressantes qui pourront peut-être demain faciliter plus encore les différentes installations, effectivement, que l'on parle de salariat ou que l'on parle de libéral. L'idée étant d'appuyer tous les profils et tous les parcours. Monsieur Maréchal, Cédric Maréchal, l'ARS est un acteur important, essentiel sur les questions d'installation. Quelles sont aujourd'hui les actions que vous conduisez pour accompagner les différentes questions qui vous sont posées, les différents professionnels, jeunes ou moins jeunes, qui se tournent vers vous et qui souhaitent exercer sur le territoire de la région? Oui, merci à vous déjà pour l'organisation de cet échange. Il montre déjà une chose, quand on voit l'ensemble des acteurs présents autour de la table, c'est qu'en région Centre-Val de Loire, ce qui est important, c'est de pouvoir collaborer ensemble pour être efficace. Je crois qu'on a beaucoup insisté sur le fait que la démographie des professionnels de santé en région est l'une des plus faibles de France, et la plus faible de France concernant les médecins généralistes, notamment. C'est une réalité. Pour autant, cette réalité ne doit pas être un repoussoir pour les jeunes, pour les plus jeunes, qui entendent parler de la région. Il ne faut pas que ce soit pour eux une crainte de se dire qu'ils arrivent dans une région où il manque de professionnels. Et donc je crois aussi qu'il faut qu'on puisse insister collectivement sur les atouts de cette région. Et parmi ces atouts, il y en a 2. Le premier, c'est celui des dynamiques locales qui sont très importantes, qui sont très fortes, qui sont très développées, notamment via les CPTS. Il faut savoir que la région Centre-Val de Loire est l'une des régions qui a développé le plus grand nombre de CPTS et qui les a mis en place le plus rapidement possible. Donc, Dr Philippe vous en parlera très certainement également par la suite pour la CPTS de Châteauroux-en-Co. Mais c'est une force de la région. Ça montre que finalement, il y a une vigueur dans les territoires, une vigueur qui doit être promue auprès des jeunes professionnels, qu'ils soient à l'internat en formation au niveau de la région ou qu'ils soient extérieurs. Et puis, un second point très positif de cette région, c'est que finalement, les coopérations sont régulières entre les différents acteurs, que ce soit la Fédération des maisons de santé pluridisciplinaires, que ce soit les URPS, qui rassemblent les médecins libéraux, ou que ce soit les acteurs institutionnels, que sont notamment l'Agence régionale de santé ou le Conseil régional. Il y a une volonté de travailler ensemble, y compris au niveau de chaque département. C'était un mot introductif qui me paraissait essentiel à pouvoir rappeler pour mettre en valeur ce qui est réalisé et qui fonctionne en région. Au niveau de l'agence, on travaille justement en réseau, on travaille avec un ensemble d'acteurs. L'une des premières actions qui a été mise en place sur l'ensemble du cursus finalement du médecin généraliste, qui va de la formation à l'installation, puis, j'ai envie de dire, à l'accompagnement au cours de l'exercice, l'une des premières actions, c'est une augmentation du nombre d'internes de médecine générale, qui était important à avoir en région centre, puisqu'on en avait moins de 80 encore en 2017, on en a cette année, de formés en promotion, plus de 115. Et dans ces 115 internes de médecine générale, il faut savoir qu'on est la région en France qui a le plus de CESP, de contrats d'engagement de service public. Or, ces contrats, on va peut-être en dire un mot, ces contrats permettent à des jeunes internes de médecine générale d'être rémunérés, d'avoir une rémunération complémentaire pendant leur formation, en contrepartie d'un engagement à s'installer en zone sous-dense. Ces contrats, on a fait une première étude en région Centre-Val de Loire, ont un retour assez positif en région Centre-Val de Loire. On en a 80 aujourd'hui qui sont encore en cours. On a déjà près d'une trentaine d'installations qui relèvent de CESP en zone sous-dense.
Zone sous-dense qui inclut à la fois les zones d'intervention prioritaire et les zones d'action complémentaire qui couvrent 85% du territoire de la région Centre-Val de Loire. Donc communiquer sur ce type de dispositif est pour nous aujourd'hui essentiel, puisqu'on voit que concrètement, il donne des résultats sur le terrain. C'est la partie formation. La partie installation pure, si je puis dire, elle commence un peu avant l'installation. Elle commence par l'existence au niveau de la région d'un référent, alors d'une référente en l'occurrence installation pour l'ensemble des professionnels, pour les internes des professionnels de santé, qui est une porte d'entrée, première porte d'entrée, qui les accompagne dans leur projet. Puisque finalement, on se rend compte que la maturité ou la maturation du projet des internes de médecine générale se fait progressivement. Elle se fait d'ailleurs assez tardivement. Et énormément de questions sont posées, effectivement. Elles peuvent concerner des questions d'ordre financier, des questions d'ordre administratif, sur le type d'exercice, mais surtout beaucoup de questions, et de plus en plus de questions sont posées sur la connaissance du territoire en tant que tel. Quels sont les professionnels qui existent, qui exercent, quels sont non seulement les généralistes qui sont présents sur le territoire, mais aussi les infirmiers, les kinés, les médecins spécialistes, libéraux ou hospitaliers autour. Donc on est finalement sur des questions autour de l'écosystème inhérent à chacun des territoires. Et donc en région, le choix qui a été fait d'un référent régional pour pouvoir répondre en tant que porte d'entrée, puis ensuite de pouvoir faire le lien vers d'autres acteurs de terrain, soit en délégation départementale, soit auprès directement de CPTS, soit auprès d'autres acteurs ou collectivités territoriales. C'est ce sur-mesure qui nous paraît essentiel dans les demandes, pour répondre au mieux aux demandes des étudiants qui souhaitent s'installer. Pour finir, je crois aussi qu'il y a un aspect extrêmement important, c'est la volonté de la part des généralistes déjà en exercice de ne pas se retrouver isolés ou coupés des jeunes qui sont en formation et finalement du flux d'internes de médecine générale qui peuvent exister sur le territoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui on souhaite accompagner notamment le collège régional des médecins généralistes qui doit trouver des maîtres de stage en ambulatoire, qui doit les former également, afin de faire en sorte que les généralistes que l'on a aujourd'hui, qui partiront à la retraite, parce qu'on sait que pendant les 10 années à venir, on aura des départs importants à la retraite dans les territoires, que ceux qui sont là, et surtout ceux qui viennent s'installer, dès que possible, puissent aussi être maîtres de stage, et donc attirer et faire venir des internes en formation pour ensuite faire en sorte qu'ils puissent s'installer dans le futur. Donc on essaie vraiment sur l'ensemble du fil, je vais dire, de la vie d'un professionnel de médecine générale d'intervenir, mais j'insiste, c'est vraiment un élément essentiel. C'est grâce à la coopération qu'on arrive à avoir des résultats entre les différents acteurs sur le terrain. Merci. J'adhère parfaitement à cette idée effectivement de coopération, puisqu'on voit que chacun des acteurs ici présents joue un rôle et est un maillon dans cette chaîne vertueuse, je dirais, de l'installation. Et donc il est effectivement important que tout le monde se connaisse, tout le monde se parle et agisse effectivement au bénéfice du territoire de la région. Un autre acteur essentiel sur les questions d'installation, ce sont les maisons de santé pluridisciplinaires. Madame Beignet, vous l'avez dit, aujourd'hui plus d'une centaine en activité sur le territoire régional. Une perspective à l'horizon 2025 d'en créer et d'en faire fonctionner 125. Ce sont des lieux d'exercice regroupés tout à fait appréciés. Thibaut Rousselot, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de la Fédération des MSP dans ce maillage territorial? Quel est l'appui que vous pouvez apporter aux personnes qui souhaiteraient exercer en MSP? Merci beaucoup. Donc, nous, la Fédération des maisons de santé, c'est une association 1901, donc non lucrative, constituée entre professionnels de santé qui travaillent en maison de santé et qui accompagnent, développent et font la représentation des maisons de santé par le retour d'expérience des professionnels de santé. Donc, le rôle de la maison de santé sur la région, c'est d'informer et de conseiller sur les différents modes de maisons de santé, comment travailler en maison de santé, accompagner pour le montage des maisons de santé, et représenter les attentes des maisons de santé au niveau local, départemental, régional, national. Voilà, être le relais aussi avec les partenaires, notamment l'ARS, l'assurance maladie, le conseil régional, voilà, pour faire remonter les différents besoins. Je
voulais rebondir sur justement la spécificité de la région. On a vraiment cette force sur la région centre, où tous les acteurs, on travaille vraiment ensemble. Donc on est totalement financé par l'ARS et le conseil régional, justement pour accompagner toutes les maisons de santé qui font la demande. Donc on a des personnes dédiées, des facilitateurs, qui peuvent être contactés pour développer le projet. Voilà. Répondre aussi aux problématiques qui peuvent arriver de temps à autre, que ce soit au niveau comptable, juridique, administratif, enfin, c'est vraiment, vraiment très large. Aujourd'hui, au niveau de l'installation, pourquoi s'installer en maison de santé ? Finalement, c'est vrai qu'on peut se poser la question, il faut voir ce que vous voulez, vous, déjà, comme modalité d'installation. Est-ce que vous voulez travailler tout seul ? Est-ce que vous voulez travailler isolé ? Est-ce que vous voulez travailler en libéral ? Est-ce que vous voulez travailler en salarié ? Est-ce que vous voulez être remplaçant ? Est-ce que vous voulez être... Enfin, je pense que vous savez qu'il y a à peu près beaucoup de possibilités d'installation. La maison de santé, voilà, c'est une organisation libérale organisée entre les professionnels de santé pour travailler de manière plus sereine, enfin sereine tout court d'ailleurs. Le but, c'est d'apporter un confort d'exercice, notamment la philosophie vraiment de la MSP, c'est tout ce qui est suivi des patients dits complexes ou ressentis comme complexes. C'est à partir du moment où il n'y a pas un seul professionnel de santé qui intervient dessus, voilà, on n'est pas sur une angine, à partir du moment où il y a 2 voire 3 professionnels qui travaillent sur le même patient, comment est-ce qu'on met en commun les informations sur ce patient, comment est-ce qu'on se coordonne entre nous pour arriver à un meilleur suivi du patient. Donc voilà, gagner du temps sur l'exercice directement et des meilleures conditions de travail. Le but, c'est de pouvoir réduire un peu cette charge mentale qui pèse sur les différents professionnels de santé quand ils vont prendre des décisions. Voilà, dans la maison de santé, il y a toujours un appui possible. Merci. Merci pour à la fois cet éclaircissement sur le positionnement de la fédération régionale, donc sur l'appui que vous pouvez apporter, et sur la plus-value de l'installation en MSP. Et à ce titre, Dr Philippe, au-delà de votre activité de médecine générale à Châteauroux, vous êtes présidente de la CPTS Châteauroux & Co. Et vous œuvrez en ce moment même, je crois que la CPTS, la MSP de la Caravelle vient d'ouvrir, donc on est presque dans l'odeur des peintures encore sur ce nouveau site. Donc quel est aujourd'hui votre rôle en tant que présidente de la CPTS ? En quoi ce collectif de professionnels peut permettre l'installation d'un jeune médecin ou d'une jeune médecin sur le territoire, et en quoi l'exercice collectif aujourd'hui en MSP peut être effectivement une plus-value. Bonjour. Alors déjà, je voulais savoir, on avait un public que de généralistes en fait, hein, chez les internes, ou c'est aussi des IEDSP, donc des généralistes, ok. Donc en fait, je prolongerai bien les questions de tout à l'heure. Où, comment, etc. Moi, j'ai surtout envie d'insister sur le pourquoi, c'est-à-dire à quoi je veux que ressemble mon exercice, ce que j'ai envie de faire. Moi, mon observation en tant que maître de stage et d'animateur de groupe de pratique, hein, que vous connaissez bien, c'est surtout que ce qui me paraît fondamental avant tout pour un médecin, un jeune médecin, c'est de retrouver, en fait, d'avoir envie d'exercer comme selon ses valeurs, les valeurs qu'il a apprises, ce pourquoi il s'est engagé en médecine. Oui, c'est vrai que les supports vont être importants, mais finalement, c'est pas la clé de voûte de la motivation de l'exercice professionnel. L'exercice professionnel, on a envie de travailler comme de bien travailler, en fait, et de prendre plaisir à exercer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti auprès de mes internes et mes futurs associés. Donc cet aspect des choses, la convivialité, la connaissance des uns et des autres sur un territoire, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui fait que, en fin de compte, on est en train de changer de paradigme en médecine générale, puisqu'effectivement, voilà, les MSP, on parle des murs, de l'aspect immobilier des choses, mais ce sont les équipes qui font l'exercice, c'est pas les murs. Puisqu'en fin de compte, l'obstacle des murs, hein, puisqu'effectivement, dans une CPTS, il faut s'occuper de tout le monde. Il faut s'occuper des gens en MSP, hors MSP. Il faut s'occuper de tout type de professionnels, de tout métier, de tout statut juridique, salarié, libéral. Et effectivement, c'est apprendre à commencer à travailler ensemble, et ça, on n'avait pas l'habitude.
Et en fait, j'ai aussi suivi le diplôme Soigner les soignants, le diplôme interuniversitaire. Et on sait que, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre, et c'est ça qui va faire toute la différence entre le passé et l'avenir, c'est que exercer une fonction de soignant, c'est pas qu'être dans le soin pur, c'est-à-dire la consultation, ses dossiers, le nez dans son dossier, multiplier les actes et compagnie. C'est protecteur d'avoir d'autres temps d'exercice, du temps de coordination, du temps de prévention auprès de groupes de patients, bref, ce qu'on veut, ce qui nous motive, en fait, selon nos fibres naturelles, on va dire. Mais ça nous permet de respirer, du temps d'enseignement, bien évidemment. Tout ça nous permet ça protège, en fait. Alors, c'est pas multiplier les heures de travail, c'est faire une place dans son exercice de médecin, qu'il soit libéral ou salarié, pour travailler un petit peu différemment. Alors ça, en exercice salarié, il y avait cette culture-là dans les établissements. À l'hôpital, vous avez des staffs, par exemple. Dans les CMP, vous avez effectivement des réunions multidisciplinaires. Dans le libéral, on en avait un peu moins la culture. Pourquoi ? Parce que c'est pas rémunéré. Donc, beaucoup de professionnels estimaient qu'on ne va pas investir du temps là-dedans. Moi, je perds du temps de consultation, je perds de l'argent. Alors, je caricature un petit peu, mais il y a quand même un petit peu de ça. Donc, l'intérêt d'avoir formalisé les exercices coordonnés, que ça soit dans des murs de MSP ou hors murs de MSP, au sein, par exemple, d'une CPTS, où on essaye de favoriser par exemple les équipes de soins primaires, c'est justement de valoriser ce temps de coordination. Là, je prends l'exemple, par exemple, d'infirmiers ou de diététiciens du territoire qui vont aller passer un repas avec des collégiens d'un quartier de la ville où on n'est pas particulièrement dans la diététique pure, donc en prévention d'obésité de l'adolescent par exemple. Je pense à toutes les coopérations qu'on peut avoir effectivement pour faciliter certaines filières de soins, la filière gériatrique, la santé mentale. Tout ça, c'est vraiment, ça ouvre l'esprit, et je pense que ça élève un petit peu. Parce que tout à l'heure, vous aviez parlé de frein. Effectivement, arriver dans un territoire où rien n'est organisé, et on sait qu'on est très déficitaire, au secours, quoi. Nous avons un cœur de médecin, donc en fait, on n'apprend pas on n'a pas appris, en tout cas ma génération, qu'il fallait plus souvent dire non que dire oui à des patients, à l'heure actuelle, pour les soigner. De refouler les gens. Donc un territoire où vous mettez en place des solutions pour les gens qui n'ont pas de médecin traitant, comme on essaye de faire effectivement avec le SAS pour les soins non programmés, avec des centres de santé pour les gens qui n'ont pas de médecin traitant, pour les patients chroniques, etc., eh ben, ça rassure justement. Ça veut dire, je ne vais pas être, en fin de compte, il ne va pas falloir que je fasse une croix sur ma vie privée. Donc ça, c'est extrêmement important de respecter ce que souhaite chacun. Donc voilà, commencer à réfléchir en tant que professionnel de santé, et pas que médecin, sur l'échelle d'un territoire, c'est intéressant, en mettant les usagers de la santé dans la boucle. Ça aussi, c'est riche. À Châteauroux, on est les premiers de la région à avoir inclus les patients enseignants dans nos groupes de pratique, les patients du territoire. Les internes trouvent ça intéressant. Vous savez que c'est développé dans beaucoup d'autres facultés en France, mais justement, de prendre des patients de chaque territoire et pas ceux qui habitent juste à côté de la fac, c'est intéressant. Donc voilà, tout ça pour donner un petit peu, retrouver un peu du sens à ce qu'on fait dans un système de santé qui, de par la baisse démographique, a quand même perdu beaucoup de sens dans beaucoup de secteurs. Donc voilà, je pense que c'est important de s'inscrire quand on veut exercer quelque part dans un système. On sait qu'en tant que généraliste, on réfléchit de façon systémique, en se centrant patient,
Et ben pour un territoire, c'est pareil. Il faut réfléchir de façon systémique et se dire, moi j'ai ma place là et je vais travailler de cette façon-là et j'aurai ma place et je serai respectée par mes collègues, qu'ils soient médecins ou autres professionnels de santé. C'est l'idée. Merci. Je suis touchée par cette notion de valeur et de sens, effectivement, qui est très importante et qui va déterminer les choix futurs. Et pour témoigner juste des échanges qu'on a avec les internes et avec vous depuis hier sur le stand du GIP, effectivement, c'est quelque chose qui revient beaucoup, de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me porte, je suis perdue, je sais pas encore, je suis prête à être taisée, mais je ne sais pas encore. Et on mesure effectivement cette quête de sens et ce besoin de s'orienter et de se poser. Donc c'est effectivement... je ne sais pas, Thibaut aussi, sur le stand, si vous le ressentez depuis hier, mais c'est vraiment quelque chose qui est, en tout cas, de mon point de vue, clairement récurrent. Docteur, j'allais dire cher Boutaina, Docteur Boutaina El Moadem, donc vous êtes depuis quelques mois maintenant en appui au déploiement du GIP Pro Santé, donc sur ce projet régional qui vise à recruter à échéance 2028 300 médecins généralistes pour les installer sur les territoires de la région. Vous avez eu l'occasion, depuis votre prise de fonction, de rencontrer les médecins déjà salariés du GIP en activité dans les 6, bientôt 7 centres de santé en action et en fonctionnement sur le territoire de la région. Qu'est-ce que vous avez pu constater? C'est quoi pour vous être médecin salarié au GIP Pro Santé? Et voilà. Alors moi, si vous me permettez, je vais faire un rapide tour de mon expérience déjà personnelle. Alors moi, je suis un pur produit Sologno. Je suis de Romorantin. Donc pour ceux qui connaissent un peu la région centre, c'est pas très loin d'ici. Je suis née à la maternité de Romorantin. J'ai fait mon cursus à la faculté de Tours. J'ai fait mon cursus d'internat à Châteauroux, dans l'Indre. J'ai fait des remplacements en rural à Busancé, Pellevoisin, Châtillon-sur-Indre. Donc la ruralité, je connais bien. J'ai remplacé pas mal de confrères là-bas. J'ai fait aussi l'Indre-et-Loire, j'ai fait le 41. Donc je suis un pur produit de la région centre. Une région centre que j'aime beaucoup. Lorsqu'est arrivé mon choix quant à mon avenir, j'aimais la médecine générale, mais le libéral, c'était pas fait pour moi. Pour en avoir fait l'expérience auprès de mes confrères, voilà, il y a des gens pour qui c'est fait, tant mieux. Puis il y en a pour qui c'est pas fait, c'était pas pour moi. Alors pour diverses raisons, hein, on va pas y revenir, hein, on sait tous, complexité administrative, etc., etc. J'avais remplacé pas mal dans des cabinets où effectivement les médecins étaient seuls ou deux, il y avait une certaine sensation quand même d'isolement. Me manquait la notion, alors les stages hospitaliers, il me manquait beaucoup cette notion de travail en équipe, de projet, de choses comme ça. Donc j'avais une appétence effectivement pour ce mode de travail. Et donc, alors que j'aimais la médecine générale de ville. Et donc malheureusement ou heureusement, peu importe, j'ai fait un choix par défaut, puisque à l'époque, le salariat n'existait pas, ou tout du moins était très peu développé, et ce qui était développé n'était pas forcément quelque chose de bien construit déjà. Et donc, je suis devenue praticien hospitalier, et j'ai fait plusieurs hôpitaux de la région centre. Tours, j'ai fait Amboise, j'ai fait Chinon, j'ai fait Blois. Dans les services de médecine polyvalente, gériatrie, j'ai une appétence particulière pour la gériatrie. Et puis est arrivée cette opportunité du GIP, donc par une connaissance, qui actuellement d'ailleurs est médecin au GIP. C'est offert à moi cette opportunité pour avoir bien évidemment suivi la problématique de l'accès aux soins dans la région centre. C'est offert à moi l'opportunité de jouer cette carte de qu'est-ce que moi je peux apporter à la région centre pour faciliter l'accès aux soins à ces patients de plus en plus nombreux sans médecin traitant.
Et pour avoir vu, notamment dans l'Indre, effectivement, mes confrères partir les uns après les autres sans être remplacés, avec toujours cette arrière-pensée de ces médecins que j'ai pris en charge, qui va désormais les prendre en charge? Malheureusement, ce ne sera pas moi, parce que ce n'est pas fait pour moi, le libéral. J'avais toujours cette petite idée, comment est-ce que je peux aider les patients de ma région à pouvoir accéder aux soins. Et donc cette opportunité du salariat, de cette mission du GIP Pro Santé a été pour moi vraiment un super challenge, un super défi. Et j'ai demandé une mise en disponibilité à l'hôpital, et donc je suis actuellement au GIP. Donc je suis médecin coordonnateur. En quoi ça consiste? Ça consiste à, comme le nom l'indique, coordonner les équipes médicales des différents centres. Il y en a 7, on a une petite vingtaine de médecins. Et donc l'idée, effectivement, alors, je vois qu'il y en a pas mal d'internes qu'on a rencontrés sur le stand, donc je suis désolée, on va être un peu redondant, mais c'était vraiment d'offrir peut-être cette chance que moi je n'ai pas eue quand j'étais interne en fin de cursus, de pouvoir faire de la médecine générale, mais avec une modalité d'exercice différente qui, pour moi, probablement à l'époque, m'aurait tourné plus effectivement vers la médecine de ville. Et donc les retours que l'on a... Alors c'est souvent des médecins qui nous disent, hein, la première raison, c'est on veut pouvoir avoir du temps personnel pour pouvoir profiter un petit peu, et que effectivement faire des horaires à rallonge, c'est pas pour nous. Enfin voilà, des choses qui moi faisaient écho dans mon parcours personnel. Et donc effectivement le retour que l'on a, c'est le fait effectivement d'offrir un cadre d'exercice, mais qui ne reste qu'un cadre. Et comme tous les cadres, ils sont faits pour qu'on s'y amuse à l'intérieur, quoi. Donc en dehors du cadre, en dehors effectivement, c'est ce qu'on peut appeler aussi du clé en main. Donc on apporte effectivement les locaux, la structure, la logistique, l'informatique, les professionnels que sont les secrétaires, éventuellement les assistants médicaux, les infirmières de pratique avancée, etc. Au-delà de ça, ce qu'on propose aux médecins, c'est vraiment de réfléchir sur un projet de centre. Donc effectivement, de créer, d'inventer la médecine telle qu'ils ont envie de l'exercer dans ce centre-là. Donc le projet des centres peut être différent d'un centre à l'autre, l'idée étant vraiment tout simplement de permettre aux médecins d'exercer comme ils aimeraient l'exercer, de créer des projets s'ils veulent créer des projets. Et effectivement, le retour des médecins actuellement est plutôt positif, puisqu'effectivement, ils ont le retour d'expérience que l'on a, c'est qu'ils ne se sentent pas enfermés, ils ne se sentent pas piégés. Il y a toujours cette image un petit peu, maintenant, je dirais presque d'épinal des centres de santé, de la pratique salariée, où effectivement des choses contraintes, des choses restreintes. Mais ça, encore une fois, nous, on ne constate pas. En tout cas, ce n'est pas le retour que l'on a de nos médecins. Et puis effectivement, une satisfaction de réussir à faire cohabiter la vie personnelle et puis la vie professionnelle. Donc, voilà, pour fermer la boucle, effectivement, je me retrouve ici aujourd'hui parce que j'ai eu ce parcours. Peut-être que si j'avais 10, 15 ans de moins, peut-être que je serais là pour témoigner de mon activité dans un centre du GIP Pro Santé. Mais je suis ravie en tout cas de participer, moi, à ce défi, à ce challenge relevé par la région Centre pour effectivement améliorer l'accès aux soins de nos patients, encore une fois, de cette région qui m'est chère. Voilà. Merci. Merci de ce témoignage à la fois actuel et à la fois personnel sur le parcours, sur ton parcours, qui t'a amené effectivement vers une activité un peu différente. Et là encore, on a ces échos des internes que l'on rencontre en disant je constate qu'il y a un nouveau statut, une nouvelle opportunité qui nous est donnée. Et donc là encore, il n'est bien évidemment pas question de mettre en opposition qui que ce soit, mais bien de constater qu'il y a des parcours qui peuvent être différents, des appétences, des envies différentes. Et c'est comment on répond avec un bouquet d'offres à des possibilités qui peuvent être variées d'une installation en région Centre-Val de Loire. Voilà, pardon. Peut-être simplement pour ajouter, ce qu'on observe beaucoup également, c'est que chez les jeunes internes qui sont encore dans un projet de construction, l'un des éléments essentiels, c'est l'exercice coordonné.
donc qu'il soit salarié ou libéral, mais c'est l'exercice coordonné. Pour assister assez régulièrement à des commissions, et notamment une dernière qui a eu lieu très récemment sur les CESP, les contrats d'engagement de service public, chaque question sur l'installation était sur quel exercice coordonné, quel MSP, quel centre de santé existe sur tel territoire. Donc on voit qu'on a un enjeu essentiel de lisibilité, de communication et de lisibilité sur ces ensembles de dispositifs, parce que j'ai envie de dire, il y a autant d'exercices coordonnés que de territoires, et c'est ce qu'il faut qu'on puisse, en termes de réactivité, pouvoir, alors pas vendre, mais partager avec chacun en fonction de ses appétences et de ses projets. Merci de ce complément, merci à vous de ces témoignages. Laissez le micro circuler. Karina, merci de vous prêter au jeu. Si vous avez des questions ou des témoignages, il n'est pas spécialement une obligation de questions, mais au moins un témoignage. Merci. Merci de vous présenter, peut-être de dire qui vous êtes, à quel niveau vous en êtes dans vos études et de quelle université, de quelle région française vous venez. Oui, bonjour. Donc, je suis Marie Bouter, je suis interne en médecine générale à Tours. Donc, j'ai déjà, bien sûr, à travers les rencontres avec les internes, entendu parler du GIP Pro Santé. Ma question était pour le docteur El Mouadem. Je suis désolée, pendant votre présentation, j'ai dû m'absenter un petit peu, donc peut-être que vous en avez parlé avant, mais vous disiez que c'était possible de créer des projets dans les maisons de santé. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont été mis en place Alors, je sais qu'au niveau par exemple, les rives du Cher, notre collègue, le docteur Majoub, a une appétence pour l'addictologie, par exemple. Et je sais qu'elle réfléchit là actuellement. Alors, ça fait moins d'1 an d'exercice, peut-être même 6 mois, je crois. Donc, voilà, les choses sont en train de maturer, mais de mûrir, de mûrir, mûrir aussi. Et donc, elle a un projet là-dessus, peut-être effectivement. Alors, elle vient tout juste d'accueillir une consoeur dans le cabinet, donc il faut que les choses se mettent en place. Elle a également, elle va rencontrer également une association, là d'ailleurs aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, une association pour comment effectivement accueillir les mineurs isolés. Il y a aussi, dans le 41, on a dans le 45, pardon, on a une collègue qui a une appétence particulière pour la gynéco. Donc peut-être pour accueillir les femmes enceintes et suivies de grossesse. Donc très souvent, c'est sous-entendu par des formations qu'ils ont fait au préalable, bien évidemment, et l'idée étant de mettre en perspective leur formation et effectivement de s'en servir dans leur pratique quotidienne. Nous, on n'impose rien, on ne propose même pas en réalité. C'est vraiment, ça vient d'eux, ils nous en parlent. Ils prennent même leur contact avant. Souvent, ils ont déjà fait le travail avant, en réalité. Et puis, ils nous informent ensuite, voilà, j'aimerais mettre ça en place, je vais avoir besoin de ça, etc., de tel matériel. Mais voilà, c'est des choses de cet ordre-là. Je n'ai pas plus d'exemples à vous donner, parce que comme ça vient d'eux, voilà, là, je vous fais un retour de ce qui nous a été... fait comme retour sur d'éventuels projets qu'ils aimeraient mettre en place. D'accord, merci, ça répond bien à ma question. J'avais une deuxième question pour Monsieur Thibault Rousselet concernant le financement des maisons de santé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe, s'il vous plaît? Eh bien, pas de problème. Alors, il y a deux types de financement. Enfin, quand on parle de maisons de santé, il faut distinguer ce qui est mur et ce qui est fonctionnement. Voilà. Ça, c'est déjà un premier point hyper important. C'est-à-dire, il y a le financement du bâtiment. Quand vous partez en maison de santé bâtiment, il faut savoir qu'il y a des modes aussi. La maison de santé, c'est vraiment le projet de santé, ce que vous écrivez avec vos collègues. Voilà, avec différents points à respecter par rapport au PRS, mais voilà, généralement quand vous travaillez ensemble, vous êtes déjà quasiment en accord à 100%. Voilà, il y a les murs, et aussi vous pouvez travailler en maison de santé hors les murs, donc en dématérialisé, ce qui est encore un autre point. Dans ce cas-là, il n'y a pas de financement de bâtiment. On va dire pour la maison de santé standard avec des murs, il y a un projet de santé, donc le document de comment vous allez travailler ensemble, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous coordonner, pourquoi, surtout le pourquoi qui est important.
qui doit être validé par l'ARS. En fonction de cette validation de l'ARS, s'il y a un projet de bâtiment derrière, il peut être financé pour partie par le conseil régional. Voilà, ça c'est la dotation du bâtiment pour la commune, ou le porteur, on va dire, public. Au niveau du fonctionnement, donc pour votre équipe, là il y a un financement par l'assurance maladie, c'est un contrat tripartite entre votre équipe, l'ARS et l'assurance maladie, c'est l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel, qui permet le financement des différentes actions pluriprofessionnelles que vous allez déployer dans la MSP. Donc là, c'est comme par rapport au projet de santé, il y a des points à respecter, obligatoirement, on va dire, mais que vous faites déjà, c'est-à-dire le nombre de professionnels de santé, est-ce que vous coordonnez, oui, non, comment, est-ce que vous avez un logiciel commun, pluriprofessionnel, donc on pourrait y revenir peut-être après plus en détail, et des parties optionnelles qui vont augmenter le financement. Un financement ACI pour une équipe, une MSP, la moyenne, on est à 40 000 € par an pour un exercice type MSP. Après, c'est augmenté en fonction du nombre de médecins, parce que c'est calculé sur la patientèle médecin traitant. Voilà. Et ce financement, vous pouvez le réinjecter dans le temps que vous passez à parler entre vous sur les différents cas patients complexes, le temps passé à organiser ou à mettre en place des actions de santé publique, de prévention. Vous pouvez le réinjecter, si vous êtes par exemple locataire du bâtiment ou maison de santé, le réinjecter sur des charges communes. Enfin voilà, vous pouvez vraiment injecter ce que vous voulez. L'ACI, voilà, c'est la dotation en fonction des objectifs atteints. Et le financement en lui-même, fait ce que vous voulez avec. En gros, si vous voulez partir à Ibiza avec le magot de l'ACI, vous pouvez. Mais méfiez-vous l'année prochaine, il faudra quand même atteindre les objectifs. Voilà. Ça permet aussi de financer un point hyper important dans les maisons de santé, un coordinateur de maison de santé. Ça, c'est une personne qui est formée, qu'on forme avec l'école des hautes études en santé publique et avec l'appui de l'ARS, qui va gérer toute votre partie administrative de la MSP, le suivi de la MSP, on va dire, et qui va vous orienter et vous aider pour déployer différentes actions que vous voulez mettre en œuvre. Voilà, pour le financement un peu large de la MSP. Après, il y a d'autres financements par l'ARS, des aides au démarrage, mais ça, je laisserai peut-être Cédric en parler. Je voulais juste revenir sur les murs, parce que vous avez dit qu'il y a une participation de la région, ça veut pas dire que le reste, c'est à votre charge, parce que la majorité des maisons de santé sont présentées par des communes ou des communautés de communes. Et donc le reste, c'était juste pour préciser ça, que ce n'était pas à la charge des médecins, c'était la commune ou la communauté de communes qui va faire un projet de construction suite au projet professionnel, et la région participera à ce financement. Juste pour préciser, mais on n'est pas là pour faire une litanie des aides, mais effectivement, il y a une aide au démarrage également accordée par l'Agence régionale de santé pour un démarrage, pour une première MSP. Mais surtout, ce qui est central dans votre projet, ce sera le projet, la partie soins finalement, et travailler en équipe. Peut-être que le docteur Philippe voudra en dire un mot, justement, parce que je pense qu'il y a un peu d'expérience sur le sujet. Oui, alors pour être sur un projet de grande maison médicale depuis 2008, en fait, qui vient de se concrétiser. Non, en fait, c'est vrai. L'histoire de l'écriture du projet de santé, pareil, c'est un frein pour les professionnels, parce que c'est un dossier administratif qui fait peur. Donc effectivement, la stratégie de soutenir les professionnels pour l'écriture de ce projet de santé, c'est quand même assez stratégique, hein. Donc et pour ça, c'est vrai que le fait de pouvoir être aidé par des coordonnateurs de CPTS qui traînent dans le coin, ou effectivement la logistique de la Fédération régionale des MSP, c'est quand même très aidant, parce que du coup, ça effraie moins. Mais effectivement, déjà, ce qui compte, c'est d'essayer de se rendre compte de la pertinence de l'installation d'une MSP quelque part, quand même, hein. Pas créer sa MSP pour avoir sa MSP. Il faut quand même que ça ait un sens par rapport à l'organisation territoriale. Trouver le noyau dur des professionnels initial qui va pouvoir effectivement faire l'alchimie nécessaire, suffisamment solide et basée sur des valeurs et pas que sur des intérêts éventuellement contradictoires, qui puissent effectivement faire ce noyau. Et après, d'autres professionnels en général vont s'associer pour faire une vraie équipe. Donc c'est ça dont les collectivités locales ont besoin pour se lancer et dire, bon, ceux-là, on va leur donner la clé, on va leur donner effectivement l'autorisation de faire une MSP. Donc
Les CPTS peuvent aider parce qu'en général, pour créer une CPTS, il faut aussi un diagnostic territorial. Donc ça veut dire que nous, on va pouvoir déjà donner un peu une cartographie des besoins d'un territoire, là où on a des statistiques. Hein. Les contrats locaux de santé aussi aident par rapport à ça, c'est-à-dire aussi dans les communautés de communes, on leur demande de faire un peu un diagnostic de l'état de santé d'une population et de voir là où il faut vraiment axer les projets de prévention. Hein, nous, à Châteauroux, on a un bassin qui est quand même pas très riche, donc avec des facteurs de santé qui sont plus bas que les autres. Donc effectivement, on a installé la MSP dans un quartier populaire pour pouvoir venir en aide à une population qui a besoin d'accès aux soins. Donc, autre stratégie très importante, j'entendais ma consoeur parler de phobie administrative. Honnêtement, voilà, moi je déteste ça, je déteste la comptabilité, etc. Je me suis installée en libéral parce qu'il n'y a pas tellement d'autres opportunités non plus, effectivement. Mais attention, il y a de nouvelles cartes à jouer là, à l'heure actuelle, et notre MSP, donc ce qui est intéressant, c'est que vous réfléchissiez avec le constructeur. Pour nous, c'était un bailleur social, l'OPAC pour ne pas le citer, et donc il faut réfléchir au plan de la maison pour que ça soit fonctionnel. Et non, donc tous les bureaux des médecins, on les a réfléchis en 2 bureaux pour avoir l'assistant médical à côté. Et ça, si vous ne réfléchissez pas avant aux nouveaux modes d'organisation et d'exercice du métier, après vous faites avoir parce que vous ne savez plus où mettre les gens. Donc moi j'ai 2 bureaux, donc j'ai un bureau plus petit pour que le loyer soit pas démesuré. Et du coup, mais j'ai un bureau pour mon assistante médicale, et effectivement, le bonheur pour moi, ça va être de pouvoir lui laisser toute la gestion, toute les trucs administratifs, effectivement remettre bien à jour mes dossiers patients qui étaient un peu en souffrance, et puis lui apprendre à recueillir les directives anticipées des patients. Enfin bref, faire des choses que je considère comme vraiment utiles pour la bonne qualité des soins. Et aussi de lui donner des missions valorisantes, de vraiment participer aux soins. Donc 2 bureaux, pour un médecin, à l'heure actuelle, il n'y a rien de trop. Si vous commencez à rajouter les plages de sas de régulation, du coup je me mets dans la salle de réunion. Autre grand intérêt d'avoir une MSP, pouvoir avoir le plaisir d'accueillir des étudiants pour un groupe de pratique, faire des réunions de coordination, effectivement, et pouvoir avoir une salle polyvalente pour pouvoir effectivement, quand votre interne, ça se passe, est là, et pouvoir quand même travailler de façon agréable, quoi. Donc tout ça, ça se réfléchit, ça s'anticipe, et en tout cas, ce qui est certain, c'est que à l'heure actuelle, un médecin généraliste, l'idée, si on réfléchit en termes d'optimisation du temps médical pour des populations qui sont en recherche de médecins traitants, c'est quand même de ne pas perdre du temps à faire des trucs qui peuvent être faits par d'autres personnes. C'est-à-dire faire de la médecine, quoi. Et donc, il faut quand même parler de ces aides importantes que la CEPAM donne pour nous permettre ça. C'est-à-dire, effectivement, travailler avec des assistants médicaux, avec une aide à l'embauche très importante, très très conséquente, et travailler en partenariat avec de futures infirmières de pratique avancée, dont le nombre va... Voilà, notre première infirmière de pratique avancée arrive sur le territoire, on est content. Mais voilà, où vous allez pouvoir travailler en partenariat pour faire des suivis de patients chroniques, et du coup pouvoir effectivement dire oui à des patients auxquels vous auriez dit non à la base. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir avec ces nouveaux modes de rémunération qui sont peut-être plus structurels et plus stables que de la rémunération à l'acte. Je crois avoir compris qu'à l'heure actuelle, dans les jeunes médecins, le paradigme de l'abattage, c'était has-been, quoi, franchement. Donc du coup, d'être plutôt dans une réflexion de qualité des soins, de consultation, effectivement, avec de la pertinence, et puis de la non-multiplication des actes, c'était plutôt ce que les jeunes, en général, souhaitaient. À moins que je sois complètement utopiste, ce qui est possible aussi, ce qui est même sûr, mais bon. Alors, je ne suis pas médecin, mais ça, je l'ai beaucoup entendu, donc je confirme, en tout cas... Les personnes rencontrées depuis hier témoignent de cette envie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pardon.
Juste une petite info, parce que vous avez parlé des infirmières de pratique avancée. Donc nous avons obtenu, il n'y a pas longtemps, hein, c'était en début de semaine, du Premier ministre, d'avoir en région Centre-Val de Loire 50 infirmières de pratique avancée, c'est-à-dire on fait plus que doubler le nombre qui était prévu. Donc là encore, des belles perspectives de collaboration et de délégation, puisqu'il s'agit effectivement d'articuler ces doubles compétences. Est-ce qu'il y a des questions ? Pardon, à gauche avant et après on vous passera la parole. Merci. Bonjour, je m'appelle Yann Forestier, je suis interne en premier semestre à Tours. J'ai fait une demande de CESP en début d'année. Je viens de Chartres et j'aimerais m'installer autour de Chartres plus tard. J'avais juste une question pour revenir. Monsieur Maréchal en avait parlé durant la réunion de CESP et ça a été réévoqué là. La référente d'installation pour l'aide à la maturation de projet, à partir de quel moment elle intervient dans notre cursus d'internat et à partir de quel moment est-ce qu'on peut prendre contact avec elle et voilà. Alors, vous êtes passé en commission, vous avez été accepté, c'est officiel ? Pas encore, d'accord. Donc il faudra attendre la décision officielle qui vous sera envoyée sous forme de contrat par le CNG. Voilà. Une fois que vous aurez la décision officielle, normalement, on prendra contact avec vous. Donc, la référente est présente en rouge, Madame Voisard, qui est juste là. Donc, on prendra contact avec vous une fois, effectivement, que la liste sera officielle et connue de nos services pour une première prise de contact. Et ensuite, on verra avec vous, mais c'est à votre demande. L'essentiel, c'est que vous connaissiez la personne ressource et contact, et ensuite, à votre demande, on fera des points réguliers pour affiner avec vous votre projet. Alors, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que votre projet est déjà plus ou moins identifié, au moins territorialement, donc c'est déjà un bel atout. Et donc, à votre demande, et au moins une fois par an, on pourra, avec vous faire un retour sur l'évolution de la situation dans le territoire, des projets, etc. Voilà. Mais il faut attendre la notification initiale. Merci. Bonjour, alors moi je m'appelle Olivier Sassia, je suis interne de médecine générale à Tours, 3e semestre. Et alors c'est pas vraiment une question médicale, c'était juste sur ce que vous avez dit, Madame Beignet, c'était sur les cartes Rémi, vous avez dit que c'était gratuit, il y avait la gratuité des transports, c'est ça, pour les étudiants? C'était une demande durant les stages, puisque bien sûr l'idée c'est que vous puissiez aller faire vos stages pas juste à côté de la fac de médecine, hein, et sur toute la région. Donc si vous pour aller à votre stage y revenir, ou même quelquefois y revenir en milieu de semaine, vous utilisez les transports Rémi, donc soit les cars, soit les trains, ce sera entièrement gratuit. C'est déjà applicable actuellement ou c'est un projet? Non, ça a été voté hier. Donc aujourd'hui, vous n'aviez pas. Aujourd'hui, dans les stages, vous aviez une aide de l'ARS ou de l'État sur le déplacement, qui existe, et vous avez une aide de la région si vous voulez loger près du stage. Nous finançons le logement. Mais même si vous avez un logement et le déplacement, il est une fois au début, une fois à la fin du stage, mais au milieu du stage, vous avez quelquefois besoin de revenir à Tours, et là, ça sera complètement gratuit. Aujourd'hui, vous devez payer votre train, votre car. Voilà, c'est ça qui avait été voté hier. Alors, la question va être un peu en avance, mais ça va s'appliquer à partir de quand? Vu que ça a été signé là, c'est à venir pour l'année 2023-2024 on vous informe, ça va être mis très, très vite en place. Hein. Mais pour que ce soit mis en place, alors quand je dis très vite, sur les cars, c'est facile. Les cars, c'est facile. Sur les trains, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que la SNCF et que tous les guichets soient au courant. Je vous dis que c'est un peu plus compliqué parce que pendant la crise Covid, on avait mis la gratuité pour que les étudiants puissent aller à leur faculté et selon les gares de départ, il y a des gares qui étaient au courant, des gares qui n'étaient pas au courant, qui acceptaient donc il faut qu'on valide et qu'on mette en place un processus. Donc ça va peut-être un tout petit peu plus long, mais on va le faire très vite. Et avec mon collègue vice-président au transport, je vais pousser pour que ce soit très vite fait et que ce soit bien fait, qu'il n'y ait pas des étudiants, on leur dise « Ah ben non, on n'est pas au courant, vous n'avez pas le droit de la gratuité », et d'autres « Oui, on est au courant ». Donc il faut bien mettre au courant tout le monde, et ce qui est assez facile sur les cartes parce que on
on a des contrats avec les transporteurs, ce qui est peut-être un peu plus compliqué avec la SNCF, puisqu'il y a beaucoup de gares différentes. Je vous remercie. Bonjour, du coup je m'appelle Clémence, je suis interne dans la région également. Moi j'avais une question, c'était par rapport, Madame Beignet aussi, vous avez parlé des aides à l'information juridique, mais aussi comptable, etc. pour l'installation. Moi personnellement j'ai pas de CESP, mais peut-être que je vais m'installer quand même dans la région, dans une zone sous-dense. Comment on fait finalement si on décide de s'installer à la fin de notre internat, à qui on s'adresse? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet, et même à la fac, on n'a pas clairement. Je pense que ça pourrait peut-être être bien de se rapprocher des facultés parce qu'on n'a aucune information si on ne vient pas au congrès. Alors, c'est un problème, je dirais, c'est un problème qui nous est remonté, peut-être assez récemment d'ailleurs, et on sait bien que dans votre cursus, il n'y a aucun moment, même si ça ne prendrait pas énormément de temps, vous n'avez aucun moment de formation sur cette aide juridique, etc. Je compare un peu, quand vous avez une école d'ingénieurs, les ingénieurs, à un moment donné, ils ont une aide, une information et une formation sur c'est quoi une entreprise, comment ça fonctionne. Donc là, il n'existe pas, ça n'existe ni dans le cursus de formation nationale, et je pense que ça va être un peu long s'il faut le demander, et vous l'avez déjà demandé. Après, nous, il faut qu'on réfléchisse justement à comment ça pourrait être mis en place en région, puisque ça n'existe pas dans le cursus. Est-ce qu'on pourrait mettre en place un guichet unique ou pas? C'est un peu compliqué, mais là, on a besoin d'expérience. Moi, j'ai regardé l'expérience du Grand Est, qui a un guichet unique qui oriente. Vous avez peut-être plus d'informations Non, mais je suis quand même un petit peu surprise parce que vous dites il n'y a pas un séminaire organisé par le DEMG sur tous les aspects pratiques de l'installation. Il y en a une fois, je pense, dans l'année, où il y a peut-être 2 heures, je crois. D'accord. Et tout le monde ne peut pas y participer. D'accord. Donc, en fait, le besoin n'est pas couvert. Comment ça, le besoin n'est pas couvert. En fait, il y a une demande qui est bien plus importante que l'offre. Alors, ça se présente sous la forme... Nous, on s'inscrit à des GEAP sur un site. On n'est pas vraiment... Enfin, il faut vraiment tomber dessus pour s'inscrire parce que c'est dans une case... c'est un peu compliqué. C'est pas assez visible. Moi, je trouve qu'on est... Oui, en fait, il faudrait limite qu'on ait un mail qui nous informe qu'on peut participer. Et en plus, les dates, des fois, c'est en présentiel, même pas à la fac. Il me semble que la dernière fois, c'était... je sais plus, dans le 18 ou le 28. De toute façon, oui, les GEAP ici sont décentralisés. Oui, les bien miens, sûr. Ils sont que dans le 36, ça c'est sûr. Oui, je me doute, mais c'est vrai que si les gens, des fois, ils ont Tours, c'est la référence, on sait que c'est la fac. Peut-être le faire plus à Tours, voilà, on sait que c'est là. Quand tout ce qu'on a, même les choix de stage, c'est toujours à Tours. Je veux dire, en fait, l'idée, ça serait plutôt de faire un jour, mais accessible à l'ensemble des internes, éventuellement à mixer des plénières et des ateliers dédiés à la thématique. Oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Comme comme au congrès, là, un jeudi, par exemple, on fait une journée où il n'y a que ça. Je sais que grâce, l'association des internes est un petit peu en difficulté à l'heure actuelle, j'ai cru comprendre, enfin je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des informations qu'il faut faire monter au conseil de la faculté. Mais moi, je peux le faire. Voilà. Parce que là, pour le coup, on est effectivement dans l'aspect formation. Et l'aspect formation, c'est la fac, quoi, normalement. Je dis bien qu'il ne peut pas y avoir un rôle des collectivités locales, départementales, régionales. Mais c'est vrai que normalement, on est quand même... Après... Honnêtement, c'est vrai que c'est difficile. Vous avez bien perçu que les enseignants, enfin, je veux dire, c'est des gens qui s'investissent énormément au niveau du temps et on manque effectivement de ressources humaines pour l'enseignement des internes, dont l'effectif augmente et le nombre d'effectifs de maîtres de stage diminuant. On a des problèmes à la fois pour les enseignements, surtout, qui est très, très stratégique pour les installations, pour les directions de thèse. Ça, c'est un énorme problème. Donc on essaie de faire ce qu'on peut par rapport à ça, mais on rencontre vraiment un obstacle. Donc déjà là, on augmente un petit peu le nombre de chefs de clinique, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que on se heurte à des difficultés de ressources humaines aussi au département de médecine générale. Oui, mais justement, je crois que vous avez raison. Le mieux, c'est que ça soit fait à la fac, par la fac, mais pas forcément avec ceux qui sont vos formateurs en médecine. Il y a dans les universités, vous avez des facultés de droit. Donc il faut travailler avec ces enseignants de droit. Et bien évidemment, on ne va pas demander aux enseignants en médecine, au PUPH ou au MCUPH de faire cette formation-là. Il faut aller la faire avec d'autres
qui connaissent, hein, parce qu'il y a beaucoup en juridique qui connaissent. Donc c'est ça qu'il faudrait. Et c'est vrai que ça serait beaucoup mieux que ce soit au sein des facultés de médecine. Hein. Je parle là au niveau national, parce que ça existe nulle part. Mais nous, on se dit, si ça ne se fait pas et qu'il y a un besoin, eh ben, nous y réfléchirons pour savoir ce qu'on peut faire au niveau collectivité. Mais ça serait bien mieux que ça soit fait au sein de la faculté, au sein de l'université, je vais dire. Karina ? Peut-être juste par rapport à cette question. Le référent installation, la référente installation de l'ARS doit aussi pouvoir vous aiguiller sur ces sujets. Il ne faut pas hésiter à nous questionner, sachant qu'on connaît aussi par ailleurs des partenaires spécialisés en fonction du type de questions précises que vous pouvez avoir. Je crois que ce qui paraît indispensable, c'est qu'on est sur des sujets qui sont peut-être abordés plutôt vers la fin de votre cursus pour vous en termes d'intérêt, et que finalement on a beaucoup d'informations qui viennent. Et donc probablement qu'il faudrait que les canaux, alors à condition que l'information soit la même, mais a priori il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas, il y ait des canaux itératifs finalement sur ces sujets-là, à la fois du côté de la faculté de médecine des UMG, mais aussi du côté de l'agence ou d'autres professionnels plus spécialisés. L'idée c'est que vous puissiez tout au long de votre cheminement, de vos questionnements, affiner vos questions. Voilà, donc vous avez un point d'entrée aussi qui est la référente installation sur ce sujet. Pour autant, je pense qu'en région, on peut encore faire mieux sur ce sujet. On revient sur le sujet essentiel de la lisibilité de l'information. Avec une difficulté qui est à la fois une force et une faiblesse pour les internes de médecine générale, c'est que la médecine générale est la spécialité, j'ai envie de dire, en région qui est la mieux répandue finalement sur l'ensemble du territoire. Donc vous êtes très éclatés. Donc c'est pas très simple finalement de vous donner l'information à tous au même moment. Karina, un complément ? Oui, si je peux me permettre, je suis Karina Tudor, l'ancienne présidente de Grâce IMG, et je suis encore active dans le cadre des syndicats. Donc les syndicats des Tours, je suppose que vous êtes interne des Tours. Du coup, c'est un peu compliqué. À chaque fois, on a du mal à passer l'information. On a fait nombreuses formations, même une fois par mois, par rapport à tout, à répondre à toutes les questions des internes, parce que on sait, nous, à notre tour, quand on a débarqué dans la région, c'était hyper compliqué avec le début des Covid et tout. On était la génération début Covid. Donc, on a eu pas mal de formations de la part de la fac qui ne sont pas faites. Donc, on était complètement perdus. Donc, à notre tour, on a dit, OK, on va commencer les syndicats et on va informer tous les internes. On va faire régulièrement des formations, comme j'avais fait avec GIP Pro Santé. On essaye de réaliser la communication par les réseaux sociaux, parce qu'avec les Covid, il n'y a pas de réunions comme on avait avant, donc c'est un peu compliqué. On réalise des formations avant le choix des stages, où il y a une opportunité de se retrouver à la faculté. Et je trouve que c'est pas assez à chaque fois. Les internes, en fait, je pense qu'il y a une mauvaise communication entre les internes. Ils ne se connaissent pas entre eux, ils n'arrivent pas à socialiser entre différentes régions. C'est un peu embêtant, parce qu'on a même fait des formations, donc c'est la faculté qui a fait par rapport à l'installation, les conditions d'installation, les différents types d'installation, libéral, salariat, tous les documents. C'était 2 jours la formation, 6 heures par jour, organisée par la fac, donc c'était assez dense. Également, on a fait avec GIP Pro Santé sur les modalités d'installation. Nous, au sein des syndicats, on a fait par rapport aux droits des internes, avec l'aide de nos partenaires, où il y a un avocat qui est intervenu pour expliquer un petit peu les droits des internes. On insiste beaucoup sur les droits des internes et sur les lois par rapport aux conditions de travail, qui sont assez, très souvent non respectées. Donc, désolé, mais il y a beaucoup, on essaye de faire notre maximum, et du coup, on ne comprend pas pourquoi ça ne passe pas à chaque fois, pourquoi on n'arrive pas. C'est pour ça que j'ai pris les micros, parce que je veux savoir votre point de vue. On essaie de trouver la meilleure solution pour passer la communication. Effectivement, même aujourd'hui, vous voyez bien la salle, hein. On essaie notre maximum à chaque fois, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et où ça cloche exactement. Alors, sur les réseaux sociaux, moi je ne l'ai pas vu. Alors, c'est peut-être que, je ne sais pas, je suis sur le groupe, mais voilà. Et après, en effet, il y a eu le Covid qui n'a pas du tout aidé, hein, donc
ça on est d'accord. Après, moi j'ai commencé mon internat quand on était confinés, donc je peux pas dire, depuis que je suis là, il y a toujours le Covid. Donc clairement, au niveau des informations, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est peut-être ça, hein. Le problème, c'est qu'il y a une mauvaise transmission de l'information. Parce que j'étais pas au courant qu'il y avait eu tout ça qui avait été organisé par Gracie MG. Les difficultés dont vous parlez, là, je pense que c'est vraiment important de les faire remonter au département, parce que créer cet espace de rencontre, ne serait-ce pour avoir justement ces échanges, dynamiser une promotion, effectivement, peut-être un petit peu plus importante qu'avant, surtout après cette lame de fond qu'on a connue pendant 2 ans, qui a complètement désorganisé les stages, les études, les enseignements, comme vous le dites très bien. Je pense que c'est sans doute effectivement très important de le faire. Donc ce message-là, créer un espace de rencontre et puis effectivement répondre à ce besoin de réfléchir à l'installation pour en fait répondre à la nécessité pour vous de vous projeter en fait, hein, de réfléchir à votre... Même si on sait que vos lieux de passage en stage sont déterminants en général, hein, dans votre diagnostic sur ce que vous souhaitez faire et ce que vous ne souhaitez ne pas faire, hein. Mais c'est vrai que voilà, donc je vais pouvoir le dire ça même dès ce soir, de l'écrire à Cécile Renaud, à Jean-Pierre Lebeau, pour réfléchir avec les autres partenaires, bien sûr, hein. Il n'y a pas que la fac. Et je pense que la fac doit quand même être inclus dans cette boucle, quoi. Au moins amorcer effectivement un vrai début d'information, un vrai début de formation, puisque là encore les informations sont multiples, on le voit, c'est touffu, c'est compliqué, et peut-être demain, alors des lieux de formation, des lieux de rencontre certainement, peut-être d'autres outils aussi numériques. Vous avez aujourd'hui un site internet qui s'appelle Installe-toi Doc, qui va être révisé, toiletté, amaigri peut-être, simplifié, glamourisé, pour que vous puissiez capter une information plus directe. Et peut-être effectivement, on peut imaginer aussi des webinaires, enfin je ne sais pas, il y a plein de façons d'avoir des formations plus courtes, enregistrées, qui permettent là encore de vulgariser cette information que les acteurs détiennent les uns les autres et qui prend effectivement, ça prend énormément de temps de la récupérer. Oui, Coralie. Oui. Et après Très bien. Moi, je voulais juste rajouter, et je pense que vous en avez entendu parler durant ces 2 jours, vous avez le contrat de début d'exercice, le CDE. Voilà. Donc, dans ce contrat-là, il faut savoir que vous avez un accompagnement personnalisé, entrepreneurial finalement, et donc un peu juridique également, où les ARS s'engagent à vous apporter donc soit des contacts. Là, on est en train de mettre à jour un réseau avec toutes les différentes ARS et le ministère pour trouver des solutions et des pistes d'aide et d'information, en tout cas pour diffuser et rendre plus visibles toutes ces informations. Donc voilà, le CDE, c'est aussi un outil mené par les ARS pour vous accompagner dans ces démarches d'installation. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Est-ce que c'est cumulable, CESP, CDE? Alors c'est cumulable, en fait c'est pas cumulable, hein. Le CESP, le CDE c'est à l'installation, donc c'est après finalement le CESP. Donc c'est le CESP, vous vous installez, là vous avez le CDE et c'est cumulable avec le CAIM. Voilà, donc si vous êtes bien évidemment installé en zone d'intervention prioritaire. Le CDE, au contraire du CAIM, il est également possible dans les AC, dans les zones d'action complémentaire. Voilà. Alors que le CAIM, c'est que dans les zones d'intervention prioritaire. Voilà. Madame Beignet, et après... Juste pour clore sur ce sujet-là, ce que j'entends, c'est qu'il y a plein de systèmes, d'aides qui se mettent en place sur ce sujet. Ce que je sais aussi, c'est qu'en interne, on n'a pas le temps d'aller une fois à droite chercher un truc, une fois à gauche chercher l'autre. Et il faudra peut-être qu'on réfléchisse, même avec l'ARS, pourquoi on ne ferait pas une fois par an un forum annuel de l'installation qui a un seul endroit où vous auriez toutes les informations nécessaires. Donc on va réfléchir à ça pour mettre en place ce système. Je pense que c'est une bonne idée du choix des internes. C'est le moment où il y a le plus de rassemblement, où les internes sont rassemblés,
conditionné, si vous voulez, à réfléchir à ce genre de sujet. C'est pas quand on est à 3 mois dans le stage où on galère à chercher l'installation, etc. À se dire, bon, on va réfléchir comment ça s'allait après. Je pense que ça peut être une bonne idée de faire ça en même temps que le choix des stages. En fait. Là, on est à peu près conditionné et prêt à se dire, ok, faut que je m'organise à l'avance, que je fasse mon planning de garde à l'avance, que je fasse. Je pense que. C'est surtout que notre présence est obligatoire en fait le jour des choix de stage. Donc le 29 mars prochain, il y a on va regarder, si on le fait de manière annuelle, parce qu'on sait que ce ne sera jamais les mêmes internes chaque année, on va regarder si en effet c'est à cette journée-là qu'il faut le faire, ben on le fera avec cette journée-là. Mais je pense que... Pour le 29 mars, je pense que ça va être un peu juste. En tout cas, c'est un vrai chantier, ouais. C'est un vrai chantier, effectivement, qui répond voilà, à des vraies attentes. On l'a entendu, réentendu, et vous en témoignez encore aujourd'hui. Merci à vous. Merci, même si nous sommes peu nombreuses et peu nombreux, de la richesse de vos témoignages et de vos questions. Et puis, bonne suite, puisqu'à 16h, je crois qu'il y a quelque chose derrière. Donc, bonne suite et bonne poursuite de congrès.